Aujourd'hui, je reçois Raphaël, qui est Data Science Lead chez Blablacar, la licorne française, qui a l'une des équipes data les plus matures en France et en Europe. J'ai déjà réalisé des épisodes avec 3 membres de leur équipe et je ne suis jamais déçu. Raphaël est chez Blablacar depuis 6 ans, où il a été Data Scientist, puis Senior Data Scientist et enfin Lead Data Science. Récemment, j'ai échangé avec le VP Data de Blablacar sur ces 3 sujets data les plus importants actuellement. Et le premier dont il m'a parlé concerne l'adoption des IA génératives. Ils ont notamment déployé à l'échelle un projet IA générative sur la modération qui leur fait gagner 1 million d'euros par an. Et c'est le projet de Raphaël. Donc aujourd'hui, il va nous détailler la genèse, la solution technique, leur méthode et leur organisation sur ce projet. Hello Raphaël, ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir, je suis très content d'être ici. Grand plaisir, ravi de te recevoir sur le podcast. Pour info, DataGen, c'est aussi un collectif de top profils data indépendants. Grâce au podcast, on a réuni des pointures issues des plus belles boîtes. Si vous avez besoin d'accélérer et que vous souhaitez être accompagné par les meilleurs, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi via le lien en description. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse du projet pour commencer, s'il te plaît? Alors, comme tu l'as dit, c'est un projet de modération de texte. Je vais donner un peu de contexte sur pourquoi on fait de la modération de texte chez Blablacar. Blablacar, c'est une plateforme qui repose sur les interactions entre utilisateurs. Et donc, il y a beaucoup de contenus texte qui sont écrits sur la plateforme. Ça peut être des messages qui sont échangés entre les membres. Ça peut être des descriptions de bio, c'est-à-dire de profil, de trajet, etc. Et donc, on a besoin de modérer ces contenus pour éviter qu'il y ait 2 types de contenus qui soient postés sur la plateforme. D'abord, des contenus violents ou discriminatoires et ensuite des contenus frauduleux. Qu'est-ce que ça veut dire des contenus frauduleux? On va avoir des tentatives d'arnaque au paiement, et cetera, des spams et aussi des tentatives de ce qu'on appelle du platform bypass. C'est des gens qui vont essayer d'éviter de payer les frais de mise en relation, que touche Blablacar. Donc voilà, il y a ces 2 types de contenus qu'on essaye d'éviter sur la plateforme et jusqu'à récemment, on sous-traitait la partie modération de texte à une entreprise spécialisée et ça coûtait plus d'1 million d'euros par an, sachant que ces coûts étaient voués à augmenter parce qu'avec l'accroissement de la plateforme, le nombre de messages à modérer augmentait. Donc ça, c'est pour la partie modération et maintenant je peux en venir à la partie genèse du projet puisque c'est la question que tu posais. C'est un projet qui est assez intéressant parce qu'il vient vraiment de l'équipe data. Il vient des data scientists, donc c'est un projet, qu'on pourrait appeler bottom up. C'est les data scientists qui, lors d'un hackathon, ont réussi à reproduire les résultats avec une grande précision de modération de l'entreprise à laquelle on sous-traitait ça et donc en seulement 2 jours, on était capable de reproduire avec une grande précision les résultats de cette entreprise à laquelle on sous-traitait, à moindre coût. Donc on n'a pas eu beaucoup de mal à pitcher cette idée et à obtenir, de l'attraction et à trouver des sponsors. Aujourd'hui, le projet, il est donc en production. Vous êtes bien avancé sur ce projet. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? L'outil, on a décidé de l'appeler Sphinx. C'est un outil de labelling. Ça veut dire que c'est un outil qui va prendre en entrée un contenu texte et qui va le catégoriser. Le catégoriser, ça va nous permettre ensuite de prendre des décisions, notamment les décisions de modération. C'est un projet qui nous a permis, comme je disais, d'économiser plus d'1 million d'euros par an, donc c'est un grand succès. C'est pas uniquement un projet de cost savings, c'est aussi un projet qui a permis d'apporter de la transparence à la modération. Auparavant, on n'avait aucune idée de la fiabilité de la modération qu'on opérait. Il y avait une opacité complète sur le service qu'offrait la société à laquelle on sous-traitait ça et avec Sphinx, on offre une possibilité de mesurer de manière objective la performance de notre outil de modération. Donc on a apporté de la transparence et on a aussi apporté plus de fiabilité parce qu'en mesurant de manière objective la performance de la modération, ben, on a pu s'assurer que notre nouvel outil, Sphinx, il permet d'être plus précis et plus fiable que l'outil précédent, à peu près dans tous les compartiments du jeu. Et si on rentre encore un petit peu plus dans la solution, tu peux nous expliquer comment ça se passe à partir du moment où il y a un texte quelque part, voilà, comment c'est analysé, quelles sont un peu les briques? La séquence, ce serait la suivante. On aurait, un élément de texte qui arrive, dans notre système et cet élément texte, on va essayer de le catégoriser. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On transforme ce texte en un vecteur qu'on appelle un embedding. Et ce vecteur, il représente l'interprétation du texte et cet embedding-là, c'est donc un vecteur qui est structuré, il a toujours la même taille, un coefficient veut toujours dire la même chose et donc on est capable de faire du machine learning dessus. La brique suivante, c'est un modèle de machine learning qui va classifier, c'est-à-dire catégoriser le contenu de manière descriptive. Ça veut dire que si, par exemple, le texte qu'on est en train de modérer, c'est, une tentative d'arnaque,
L'objectif, ça va être de le classifier comme une arnaque potentielle et ensuite on va pouvoir prendre une décision là-dessus. Là, si on le remet dans le flow un peu métier, ensuite cette information, elle est retransmise à un département qui s'occupe de trancher sur la décision derrière. Voilà, exactement. Nous, on fournit la description du contenu en fournissant une catégorie et ensuite c'est, au service qui a demandé la catégorie de prendre la décision. Mais c'est automatisé ou ça, c'est quand même il y a une équipe, c'est des humains derrière juste pour comprendre un peu, pour mettre en contexte? Avec Sphinx, la plupart des éléments sont modérés de manière totalement automatique, mais il y a les cas complexes qui nécessitent une action humaine. C'est aussi le rôle de Sphinx de les détecter de manière à ce qu'ils soient traités par un humain. Donc il y a une des catégories qui peut être sortie par Sphinx, c'est nécessite une validation humaine. Est-ce que tu peux revenir sur le concept d'embedding? Je pense que c'est un concept, dont j'ai déjà entendu, pas mal parler, on est passé dessus, rapidement. Est-ce que tu peux essayer de nous l'expliquer? Oui, alors, l'embedding, c'est un vecteur qui représente l'interprétation du texte, dans notre cas, par un large language model. Les auditeurs, du podcast, en ont probablement déjà interagi avec, notamment avec, ChatGPT. Un modèle comme ChatGPT, c'est un outil qui a en gros 2 briques, si je schématise, derrière, une brique d'interprétation et une brique de génération qui permet de répondre à l'utilisateur à la question qu'il a posée. Et donc nous, l'embedding, vraiment schématiquement, c'est un peu l'output de la première brique, de la brique d'interprétation. Elle représente la substance, du texte qui a été interprété par le large language model. Et donc l'intérêt, c'est que ce vecteur, il va être, facilement manipulable par la suite. Il a des propriétés, un coefficient, ça va toujours vouloir dire la même chose et cetera et donc on arrive à se ramener à ce qu'on sait bien faire, c'est-à-dire du machine learning en production. Est-ce que si je schématise, c'est un peu une manière de dire que tu passes de données, non structurées, donc de texte, à de la donnée, qui va être, structurée, qui va être plus facilement, traduisible en presque en langage informatique si je tire un peu le trait et donc ensuite tu peux réintégrer ça, comme tu dis, dans du machine learning plus traditionnel, ce que tu aurais pas forcément pu faire avec un LLM. Enfin ou sinon ça t'aurait demandé de faire du NLP, mais là tu arrives sur des choses, très complexes, quoi. Ouais, exactement. C'est là le principal avantage de passer par cette technologie-là, c'est qu'en fait, on arrive à déléguer toute la complexité de l'interprétation du texte à un API d'embedding. Donc ça coûte pas cher et en fait, il y a des millions d'euros qui ont été investis par les géants du numérique pour entraîner ces modèles-là et nous, on a accès, pour presque rien à l'output de ces modèles-là. Donc en fait, là où ça aurait pris des années, des quantités titanesques de données, d'entraîner un modèle à partir de rien, là, en fait, on a directement accès à l'interprétation du texte dans un format qui est très facile à manipuler pour nous. Et ensuite, du coup, on peut juste le remettre dans un algorithme de classification classique, quoi. Oui, c'est ça. On se ramène à un cas qu'on sait très bien faire chez Blablacar, c'est du machine learning en production, de la classification. On passe de données structurées à une classe qui est prédite, et ça, on sait le faire de manière très efficace. Tu as dit que c'était un des avantages, peut-être pour conclure sur ce concept d'embedding, il y a un autre avantage, que tu souhaitais me mentionner? Oui, une des propriétés intéressantes des embeddings qu'on utilise, c'est qu'ils sont génériques. On peut appeler ça des free text encoders. Ça veut dire qu'ils représentent l'interprétation du texte et on peut l'utiliser à des fins diverses et variées. Nous, on choisit de faire de la modération avec. Mais en fait, cet embedding, on va aussi le stocker dans le data warehouse de l'équipe data et toutes les squads data y ont désormais accès. Et comme il est générique, il va pouvoir être utilisé, pour servir d'autres use cases. Par exemple, une, description de trajet, elle va pouvoir être utilisée potentiellement, je ne sais pas, pour, optimiser, le prix ou alors pour suggérer à un passager, à un conducteur qui a spécifié qu'il n'avait pas envie de faire de détour et cetera. Donc voilà, en fait, on a rendu toutes les squads de l'équipe data capable d'utiliser des données non structurées, donc les données textuelles, pour faire de la prise de décision à l'échelle. Et ça, c'est totalement nouveau et c'est game changer. Et c'est une brique, ouais, qui devient complètement transverse et en fait, tu t'ouvres tous les cas d'usage, qui historiquement demandaient, comme tu dis, des investissements massifs sur du NLP qui était très compliqué, avec qui demandaient des quantités de données pas possibles. Là, en fait, ça t'ouvre tous ces use cases, et ça les rend, beaucoup plus accessibles, quoi. Exactement. Je te propose qu'on passe à la suite. Dans le cadre, donc du cas d'usage de modération, tu m'avais parlé lorsqu'on s'est appelé de 2 axes méthodologiques qui avaient été particulièrement importants, pour réussir tout simplement, et mener à bien ce projet. Tu peux nous en dire un peu plus? La première chose qu'on a très bien faite sur ce projet, et qui nous a permis d'aller vite et de réussir, ça a été de commencer par la brique de mesure.
On a commencé par mettre en place toute la tuyauterie qui nous permettrait de mesurer de manière objective la performance de n'importe quel outil de modération chez Blablacar. Ça nous permet de mesurer l'outil qui est en production à l'instant T et au moment où on veut passer de l'outil A à l'outil B, on peut arbitrer de manière objective et être confiant dans notre capacité à faire aussi bien que l'outil précédent. Donc ça, c'est la première chose qu'on a bien faite et qui nous a permis de migrer avec confiance et rapidement de l'outil en place à Sphinx. Le deuxième axe méthodologique qui a été super important, notamment pour aller très vite, ça a été de se restreindre à reproduire l'existant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a essayé de se substituer à l'outil en place sans changer ses interfaces avec les autres équipes, les autres services en place chez Blablacar. On n'a pas essayé d'améliorer drastiquement la qualité de la modération, on a essayé de faire aussi bien sans changer les interfaces. Et ça, c'est super puissant parce que ça nous a permis de couper de manière drastique le nombre de dépendances du projet. On a pu dire aux autres équipes, bah, en fait, rien ne va changer pour vous. Au lieu d'appeler l'outil A, vous appellerez l'outil B. Ça revient à changer une URL quelque part, si je schématise. Et ça permet donc de limiter drastiquement les dépendances, donc d'aller plus vite. Ça permet aussi d'autres choses. Ça permet de faciliter la prise de décision de la mise en production. Ça coupe court à plein de questions de type mais quel est le false positive rate en Pologne? J'ai envie de savoir parce qu'on a tel ou tel problème qu'on aimerait bien résoudre. Non, là, l'objectif, c'est d'aller vite et de remplacer l'outil qui coûte très, très cher le plus tôt possible parce que chaque mois qui passe, c'est des dizaines de milliers d'euros qui sortent et pour prendre la décision de la mise en production, on restreint le nombre de questions à une seule qui est: «Est-ce qu'on fait au moins aussi bien que l'outil en place actuellement?» Donc ça nous a permis de migrer avec confiance et vite. Et la métrique, du coup, est-ce qu'on fait aussi bien? C'est lié, au premier élément dont tu parlais, on va dire le framework de mesure que vous avez mis en place, où là, vous aviez identifié, vous aviez validé le ou les quelques indicateurs, clés à piloter, quoi. Exactement. En fait, cette migration, elle est possible parce qu'on mesure de manière objective la performance des outils de modération en place. Oui, dans ce cas-là, c'est juste, le nombre de cas où la solution avait raison de modérer, un texte, versus validation humaine, par exemple? Exactement. Ce qu'on fait, c'est qu'on échantillonne des éléments de texte au hasard et on les fait revoir par des humains qui vont dire: «Ah bah ça, c'est telle décision qu'il aurait fallu prendre. Là, c'est celle-là» et avec ça, on a des taux de précision pour chacun des outils qu'on peut comparer. Et on a donc des KPI qui nous permettent de monitorer ça et de décider facilement de si, l'outil est assez bon par rapport à l'autre pour pouvoir le substituer. Tu peux illustrer quelques dépendances aussi pour qu'on se projette et qu'on comprenne à quel point ça aurait rajouté de la complexité? C'est-à-dire, c'est quelles équipes pour voir un peu aussi, bah, tous les autres chantiers, quoi, que ça aurait embarqué? Pourquoi je dis que c'est intéressant de couper les dépendances? Ben, parce que je pense que quand tu es en autonomie, tu vas plus vite parce que tu dépends pas des roadmaps des autres équipes qui ont toujours un projet aussi important à traiter. Quand tu n'es pas autonome, tu vas plus lentement. Les types de dépendances qu'on a réussi à éviter, c'est par exemple les dépendances au niveau de la vision du produit. Le produit travaillait sur une amélioration de l'expérience de modération qui impliquait beaucoup de changements au niveau de la modération. Mais si on change tout à la fois, on n'arrive pas à mesurer ça et on introduit des nouvelles dépendances au développement des nouvelles features que le produit voulait mettre en place. Là, en disant: «Attendez, on commence par migrer, à l'identique et ensuite on fera des améliorations produits qui nécessitent des adaptations, du système de messagerie par exemple. Bah, là, on coupe court à cette dépendance-là et on peut d'abord commencer par faire la migration qui permet de libérer les cost savings, et on peut le faire très vite. Oui, et ça n'empêche qu'après tu peux mettre en place une feuille de route, «d'innovation» entre guillemets ou de nouvelles fonctionnalités et ensuite avoir une maintenance évolutive ou des améliorations, du produit, quoi. Exactement, l'idée c'est de dire: «On migre maintenant, on améliore après». Quelle est la stack, de la solution? Je sais pas si tu peux nous parler un peu des outils que vous avez utilisés? On est parti au départ sur l'API d'embedding de Google qui fournit, à la fois depuis BigQuery ou avec des calls API, des embeddings texte. Mais rapidement, on a dû basculer sur une autre technologie parce qu'en fait, c'est quelque chose de très nouveau, ces API d'embedding et il n'y a pas encore, côté Google en tout cas, les bons SLO.
donc Service Level Objectives, qui nous permettraient, d'être assez robustes, assez fiables dans le temps. Donc typiquement, il y avait 1-2 fois par semaine, une plage de 8 heures où, au lieu de modérer en 100 millisecondes, l'API de Google nous renvoyait une réponse après 8 secondes. Et donc ça, quand tu es en train de faire de la modération sur une application de messagerie, temps réel, ça fonctionne pas. Donc pour limiter ces moments-là, qu'on appelle des downtime, on a décidé de passer par des modèles d'embedding open source qu'on a déployés sur nos propres instances, ce qui nous permet d'avoir le niveau de fiabilité qu'on espérait. Tu peux citer, peut-être des noms? Je sais pas, il y a peut-être des membres de l'audience qui sont un peu dans le même cas et qui pourraient avoir envie de creuser ces mêmes modèles open source? Là, en l'occurrence, en ce moment, on utilise, Qwen, qui est un modèle, de Alibaba, qui est open source, et on a d'autres candidats qui vont venir ensuite challenger, l'outil qu'on utilise actuellement. Donc on va avoir un système de challenger challenger où, avec le temps, on va tester d'autres embeddings. Il faut savoir que ça bouge très vite, les performances augmentent très rapidement, et donc on va souvent être tenté d'upgrader le système d'embedding vers quelque chose de plus performant, de plus pertinent. Il faut qu'on soit capable d'être adaptatif et de rendre notre système évolutif. Et c'est intéressant et c'est ce que tu expliquais aussi, au départ, finalement, c'est ça la brique qui est vraiment, différente par rapport à un projet de ML, traditionnel et qui est en lien avec l'aspect, Gen AI. C'est cette partie, embedding, donc sur, de l'open source, et cetera. Et après sinon, en fait, on revient dans un flow, de ML, plus, classique avec, un algorithme de classification où là, du coup, on va peut-être pas se refaire la stack, en détail, mais où c'est des outils, en fait, que vous aviez déjà depuis un moment chez Blablacar, quoi. Oui, c'est ça, on est assez mature sur ces sujets, chez BlaBlaCar. On a, une stack MLOps qui est assez avancée. On va dire c'est un template pour, entraîner des modèles de machine learning, pour prendre des décisions à l'échelle, et donc ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise, qu'on sait très bien faire, et c'est pas là qu'a été la complexité sur le projet, effectivement. Comment vous étiez organisé, sur ce projet? On refait le lien avec le tout début sur la genèse donc d'un hackathon, donc avec un ou 2 data scientists et ensuite comment ça s'est mis en place? Combien vous étiez? On est organisé en squad chez BlaBlaCar, on est organisé en data mesh. Ce que ça permet, c'est d'avoir toutes les expertises qui sont rassemblées, dans l'équipe qui traite le sujet. C'est pas le seul projet de la squad dans laquelle j'étais, c'est un des projets qu'on a traité, et qui a bénéficié de toutes les expertises présentes dans la squad. Donc au début du projet, on construit un data model pour héberger les données, les labels, et cetera. Donc on a besoin de data engineering. Ensuite, on crée un service qui va répondre aux requêtes et proposer les catégorisations, que produit Sphinx. Là, on a besoin de software engineering. Quand on crée le pipeline de mesure, on a besoin de data analyst pour créer les dashboards, et in fine, on a aussi besoin de data scientist pour entraîner les modèles et mener à bien le projet. Donc on a effectivement toutes les expertises qui contribuent à différents moments du projet, et donc ça devient une question d'orchestration, de ces ressources, et ça, c'est ce que moi je faisais avec la manager de l'équipe. J'ai pris une casquette de product owner, et donc j'essayais de faire en sorte qu'on ait les bonnes ressources au bon moment, pour arriver à aller vite, à anticiper les problèmes et à sortir Sphinx le plus rapidement possible. Et pour avoir un ordre d'idée, c'est un projet qui a duré combien de temps? D'ailleurs, il est toujours en cours, je crois que vous êtes encore sur la finalisation de la migration totale, mais grosso modo, pour faire, on va dire, plus de 80 du projet, ça a pris combien de temps? On a commencé, en mars l'année dernière. En tout 1 an, puisque là, je pense qu'on est vraiment sur la toute fin, donc je pense qu'au moment où le podcast sortira, on aura terminé la fin de la mise en production. Donc il est déjà en production depuis plus de 6 mois sur une partie des contenus, et progressivement, on a ajouté des types de contenus qui sont maintenant supportés par Sphinx. Quels ont été les plus gros challenges, tu dirais, dans le cadre de ce projet? Alors, je dirais que le plus gros challenge, ça a été la qualité de la donnée en entrée. En fait, on s'est vite rendu compte que dans le cadre du système qu'on a choisi, c'est pas tant une question de quantité, mais plus une question de qualité. Quand on a entraîné la première version de Sphinx, on s'est rendu compte que ça marchait pas super bien. On a eu la lucidité de ne pas remettre en cause toute l'architecture qu'on avait choisie, mais plutôt d'aller creuser la donnée en entrée, et on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'était pas de super bonne qualité, notamment grâce à notre outil de mesure, on a été capable de faire ce constat, et donc on a creusé et on a pu améliorer la qualité de cette donnée et améliorer du coup le matériau de base, qui fournit à Sphinx sa capacité à généraliser et à catégoriser, les différents outils.
Là, ce que tu appelles la qualité de la donnée, c'est par exemple un peu l'équivalent d'un jeu d'entraînement. C'est avoir une liste de textes et à chaque fois avoir la bonne réponse en face. Et vous, vous aviez de la donnée, mais par exemple, c'était pas la bonne réponse. Exactement, on avait beaucoup d'exemples contradictoires. Donc l'outil ensuite pour généraliser, il n'y arrivait pas parce qu'il avait vu tout et son contraire. Donc on s'est rendu compte de ça grâce à notre outil de mesure et en fait, ça a mis en évidence le fait qu'il fallait qu'on adapte les process, qu'on clarifie les process qu'on avait en interne parce que là, c'était pas les mêmes sur tous les marchés, c'était pas les mêmes selon tous les agents et parfois on manquait de clarté dans les guidelines qu'on donnait aux agents qui opèrent cette labellisation manuelle. Donc on a clarifié les guidelines, on a réentraîné les agents, recommencer à collecter de la donnée, cette fois de la donnée de qualité et pas forcément dans des quantités astronomiques et là, tout de suite, on a eu des gains substantiels en performance et on a tout de suite été capable d'entraîner des modèles de qualité qui sont aujourd'hui ceux qu'on utilise avec Sphinx. Parce qu'encore une fois, ici, vous avez utilisé la brique sur la partie Gen AI d'embeddings qui permet de passer les textes que vous récupérez dans les systèmes à des vecteurs. Donc, je schématise, mais de la donnée non structurée à la donnée structurée. Mais en revanche, vous n'utilisez pas la brique, du LLM qu'on a plus l'habitude de connaître, qui est, la brique qui va classifier elle-même, en fait, hein, qui va donner la réponse, de dire: «Dans ce texte-là, c'est, du harcèlement, il faut l'enlever». Ça revenait à votre flow de ML traditionnel et donc en fait, sur la partie ML traditionnelle, là, on revenait à un entraînement classique. C'est pour ça qu'il vous fallait aussi, de la donnée de qualité pour être capable, en fait, d'entraîner, l'algorithme comme on le ferait sur n'importe quel use case de data science, traditionnel, quoi. Ouais, c'est exactement ça. On se ramène à de la donnée structurée, des données tabulaires avec, des labels en face. Donc ça devient un problème de classification et en fait, l'outil de machine learning, ça devient un adaptateur entre les vecteurs d'embedding, qui sont les interprétations de texte et le use case que tu es en train de traiter et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On rend possible pour toutes les équipes, pour toutes les squads data, prendre des décisions automatisées sur ces, inputs texte. En fait, ce que ça revient à dire, c'est chaque équipe est libre de créer son propre modèle de machine learning sur ces mêmes contenus et prendre d'autres types de décisions basées sur les mêmes contenus texte. Et là, c'est un use case donc qui fonctionne très bien tel quel, mais pourtant j'ai déjà entendu pas mal de fois aussi qu'un des gros intérêts, des IA génératives, c'était cette capacité de classifier, justement de la donnée, non structurée. Ça, c'est quelque chose en fait qui coûterait beaucoup trop cher. Enfin, vous avez testé, ça aurait pu être de vraiment, utiliser les appels à des LLM pour, prendre la décision à la place de votre algo de classification. Pourquoi c'est pas quelque chose qui est recommandé ou que vous avez, exploré? La première raison, c'était la partie mutualisation de l'embedding qui permet ensuite de bénéficier à toutes les autres squads. Une autre raison, c'est, en passant par une approche plus prompt engineering, on va avoir plus de mal à affiner la performance globale. On va changer un petit peu le prompt et ça redistribue totalement les cartes. C'est plus difficile d'avoir une approche incrémentale qui va te permettre, d'avoir des niveaux stables dans le temps de performance. Tu reviens à du vraiment du déterministe, alors que si tu restes de l'autre côté, tu refais face à tous les enjeux d'hallucination, de non-stabilité et cetera. Ouais, c'est totalement déterministe et ça permet d'être stable dans le temps. Demain, on ajoute une catégorie, ben, c'est pas un problème, je relabelle de nouveaux éléments et j'ajoute une catégorie, je réentraîne le modèle. J'ai une stabilité, de mon système qui est en place. Là où, avec une approche prompt, je vais repartir quasiment de 0 dans le fine tuning de mon prompt. Et quelles sont les prochaines étapes, dans le cadre de ce projet? Alors, il y a une première étape qui est d'améliorer l'outil qu'on a mis en place. Comme je disais tout à l'heure, on a suivi une approche 80-20, ça veut dire qu'on migrait maintenant et qu'on améliorerait ensuite. On va maintenant il va falloir, améliorer et ensuite, on va aussi pouvoir étendre Sphinx à d'autres types de données. En fait, Sphinx, on peut le voir comme un template d'automatisation de la prise de décision sur des contenus non structurés. En l'occurrence, jusqu'à présent, ça a été du texte, mais on pourrait imaginer et d'ailleurs, on fait plus que l'imaginer puisque c'est un des projets qu'on va traiter dans les quarters à venir, basculer la modération des photos de profil de Blablacar, sur Sphinx. Ça veut dire que on peut garder exactement le même, pipeline d'entraînement
Et simplement, au lieu de générer un embedding de texte, on génère un embedding d'image. Au lieu de représenter l'interprétation d'un texte, l'embedding va représenter la description d'une image. Et avec ça, on va être capable d'utiliser Sphinx tel quel pour opérer la modération de photos de profil sur Blablacar. Donc ça, c'est pour les images, mais on a aussi d'autres contenus textes qui sont à l'heure actuelle modérés quasiment totalement manuellement ou à l'aide de systèmes très basiques comme des listes de mots-clés qui génèrent énormément de faux positifs. Toutes ces décisions dans notre back-office, dans notre produit qui sont prises basées sur du texte, on va pouvoir les migrer vers Sphinx en fait. L'outil est très générique, c'est un template qui ne demande qu'à être utilisé sur d'autres types de contenus non structurés. Super intéressant. Bah, écoute, peut-être on suivra ça dans des prochains épisodes. On arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Oui, alors une ressource qui nous a beaucoup inspiré sur ce projet et sur d'autres d'ailleurs, c'est les Rules of Machine Learning de Google qui sont disponibles en ligne. C'est un document qui décrit les bonnes pratiques à suivre pour faire un projet de machine learning en production et qui nous a beaucoup inspiré chez Blablacar dans notre définition de comment est-ce qu'on a envie de faire de la prise de décision à l'échelle. Notamment, l'idée tout à l'heure de commencer par le pipeline de mesure, c'est directement tiré de ce document-là. J'ai aussi écrit un article Medium sur comment est-ce qu'on fait du machine learning chez Blablacar. Ça a été fortement inspiré de ce document-là. Donc, c'est un document qui nous a permis de définir la manière dont on fait du machine learning chez Blablacar et j'encourage, quiconque veut faire du machine learning à l'échelle, d'aller consulter ce document, c'est une mine d'or. Excellent, bah, je le mettrai en description. Je mettrai aussi ton article, du coup, tu me l'enverras pour ceux qui veulent creuser un peu. Et enfin, qu'est-ce que tu aimes dans la data? Alors je dirais que ce que j'aime dans la data, c'est, automatiser, optimiser et mesurer. Avant même d'être formé en école d'ingénieur au métier de data scientist, c'était déjà quelque chose que je faisais, dans mon temps libre, en fait. Donc, je me suis très vite rendu compte que ça serait difficile d'avoir un meilleur match en termes de job qu'avec celui de data scientist. Notamment, j'ai automatisé, toute la collecte de données pour, faire ma comptabilité, et monitorer mes finances personnelles. J'ai un set de dashboards qui me permettent d'avoir une vue d'ensemble. Je fais beaucoup de sport, de course à pied et j'ai tout un système qui me permet de monitorer mon niveau de performance par rapport à mes objectifs, analyser, je sais pas, l'évolution de ma foulée dans le temps et cetera. Voilà, c'est le genre de projet qui me botte et que je fais dans mon temps libre. Ah oui, donc quand tu vas au travail, en fait, tu es en train de chanter, de courir, parce que tu fais exactement ce que tu kiffes. C'est trop bien. J'aurais du mal à trouver un métier qui me convienne mieux, dans ce sens, puisque dans mon temps libre, c'est ce que je fais aussi. Excellent. Bah, écoute, on va finir, là-dessus, Raphaël. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas, nous parler de ce projet sur le podcast. C'était hyper intéressant. Dites-nous dans l'audience ce que vous en pensez. Mettez-nous un petit commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes et profitez-en pour vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci, Raphaël. Merci. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 40 chantiers data et IA à lancer en 2025. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs prochaines étapes, les prochains projets qu'ils vont lancer. On les a centralisés dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.